Africa 24, troisième et dernière partie de notre émission AFC et justement donc avec un sujet grave, les pelouses synthétiques qui présentent un grand danger, précision dans ce magazine d'ici quelques secondes. Notre plateau justement avec Karim Baldé, journaliste guinéen, et puis Saïd Afizi, notre éditorialiste. Dernier rappel pour nos internautes. Et puis l'élimination du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, est-ce que pour vous c'est un simple accident? Vous continuez à intervenir sur nos réseaux sociaux. Le foot international. Alors, sans tarder, nous allons vous présenter un tableau avec les quarts de finale de la Ligue des Champions avec ce mardi 3 avril, Séville-Bayern, Juventus-Real et mercredi 4, Barcelone-Rome et Liverpool-Manchester City. Hors antenne, Saïd me disait qu'il aurait voulu voir quelque part le PSG, mais malheureusement, non. Remuez pas le couteau dans la plaie. Non, vous ne méritez pas d'être là, de toute façon, il faut être honnête. Mais que pensez-vous de ces quatre matchs, quatre superbes matchs en tout cas. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Le plus beau, ce sera FC Séville, peut-être Bayern ou Juventus Real. Non, c'est le gros, c'est la finale de l'an passé. Moi, c'est Juventus Real. Ouais. C'est deux grosses institutions, deux gros clubs, deux styles totalement différents. La Juventus de Turin qui maîtrise le style défensif comme nul autre club. On l'a vu contre Tottenham où ils subissent pendant 80 minutes et qui réussissent à remporter le match. Exceptionnel. La Juventus, sans me tromper, c'est 3 finales sur les 4 dernières années. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le Real Madrid, on n'en parle pas. On a vu ce qu'ils ont montré contre le PSG. À partir du moment où vous leur mettez la musique de la Ligue des Champions, c'est des cyborgs. Ils se transforment complètement. Donc ça, c'est le match que je veux absolument pas rater. Oui. Alors, avant de vous donner la parole, Karim, 3 clubs espagnols, 2 italiens, 2 anglais et un club allemand. Alors, il faut quand même souligner que nous aurons des garçons sur la pelouse. Mehdi Benassia, Achraf Hakimi, peut-être, je ne sais pas s'il va jouer. C'est la doublure de Carvajal, c'est compliqué. Oui. Mais Benassia est suspendu au match aller. Il avait pris un deuxième jaune contre Tottenham. Donc, il jouera le retour. Mohamed Salah, Sadio Mané, Yaya Touré, peut-être pour ce duel entre les deux clubs anglais, Liverpool-Manchester City. Ouais, je ne reviendrai pas sur le Juve Real, Saïd a très bien résumé les choses, mais sur le Liverpool-Manchester City, ça va être un duel offensif extraordinaire. Vous parliez de Sadio Mané, de Mohamed Salah, alors le côté City c'est pas mal également, et surtout quand on voit les 2 matchs en championnat cette saison, en Première Ligue, exceptionnels, notamment le match à Liverpool complètement dingue, avec Liverpool qui s'impose et qui bat City pour la première fois, enfin la première fois que City perdait dans la saison en Angleterre à l'occasion de ce match, alors que City a failli revenir au score dans les toutes dernières secondes, 4-3 si je ne me trompe pas pour le score. Le match allait aussi du côté de l'Etihad Stadium où pareil, il y avait une démonstration de City offensive. Donc bref, énormément de buts et j'espère que ce sera la même chose en Ligue des Champions parce que là, avec ce quart de finale entre 2 équipes qui n'ont pas l'habitude d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, du moins dans l'histoire récente, j'ai envie de dire, et dans l'histoire tout court pour Manchester City, on va voir si ce côté offensif va primer sur le côté calculateur, tacticien. Nous allons voir aussi la Coupe Europa avec les tableaux donc des quarts de finale. Ce sera le 5 avril avec Leipzig Olympique de Marseille, Arsenal CSKA Moscou, Atlético de Madrid du Sporting et la Lazio contre Salzbourg. Alors, sans prendre parti pour aucune équipe, il faut vraiment se méfier de Leipzig. Très sincèrement, je m'adresse aux supporters marseillais sur le continent. Il faut vraiment... Non, il faut se méfier parce que Leipzig a battu récemment le Bayern. Bah oui, juste avant la trêve. Juste avant la trêve, et puis un joueur à Leipzig qui est exceptionnel. Voilà, Naby Keita, voilà, exactement. J'attendais ce moment pour le placer, mais effectivement, et on l'a vu encore, il était un peu blessé, là il revient, paf, il fait un centre décisif face à Hanovre le week-end dernier. Mais au-delà de Naby Keita... On l'a reçu ici même, c'est même humainement parlant, c'est quelqu'un d'une humilité, vous vous rappelez José, c'est quelqu'un très très humble et qui fait une saison exceptionnelle et qui, je pense, aura à cœur avant de partir de remporter un trophée et de laisser une trace dans son club. Oui, alors, mais il faut quand même souligner que nous aurons des garçons aussi, comme Naby Keita, Karim l'a dit, à Leipzig, à l'OM Clinton N'Ji, le Camerounais, et Bounassar, le franco-guinéen. Oh, je ne dirai rien. Décidément, je ne commenterai pas. Arsenal avec Alex Iwobi, le Nigérien, CSKA Moscou avec Ahmed Moussa.
autre Nigérien. C'était le gros des Lyonnais justement lors du 8e de finale. Et Sporting avec Seydou Doumbia, l'ivoirien, et puis en Autriche, Salzbourg avec Paston Daka. C'est un Zambien, mais je vois Saïd secouer la tête. Ouais. Il sait tout de toute façon. Il est au courant de tout. Je ne sais pas à quel moment il étudie toutes ses équipes. Mais c'est en Afrique, la sélection, disons que la détection des talents par les fédérations de football fait débat. Certains spécialistes se demandent si les pays africains ont vraiment les moyens de garder justement leurs pépites dans leurs championnats respectifs. Il y a vraiment une vraie politique de développement menée dans ce football chez les jeunes. Voyez ce dossier d'Ibrahima Dioumaba. De plus en plus de jeunes footballeurs africains partent à l'étranger à la recherche de centres de formation professionnelle et ou de clubs pour faire valoir leur talent. Une situation qui fait réagir la plupart des observateurs du sport sur le continent. Certains se demandent d'ailleurs si l'Afrique a les moyens de garder ses pépites. Pour se dire que les centres de formation en Afrique ne sont pas très bien organisés. Il faut voir du côté de l'Europe ce qui se fait. Lorsque vous avez un centre de formation en Europe, c'est un centre de formation qui appartient par exemple à un club. Alors qu'en Afrique, vous savez que les centres de formation sont pour la plupart des initiatives privées et donc ces initiatives privées disent en quelque sorte entre guillemets business, c'est-à-dire que les jeunes, certes, ils sont formés, mais on les forme pour pouvoir faire un bon profit là-dessus. Depuis quelques années, on assiste pourtant à une multiplication des centres de formation à travers l'Afrique subsaharienne. Les joueurs formés dans ces écoles se retrouvent souvent en Europe, au Maghreb et même en Asie, faute de championnats offrant des garanties d'épanouissement. Certains vont jusqu'à changer de nationalité sportive pour compétir avec leur pays d'accueil. En Europe, c'est carrément, disons, des équipes qui ont véritablement les reins solides. C'est des entreprises qui ont énormément de sous et qui peuvent à la limite recruter n'importe quel joueur. Et vous le savez, ces championnats sont beaucoup plus attractifs. Peut-être les pays du Maghreb sont en train de faire des efforts dans un championnat semi-professionnel. Disons en Afrique du Sud, les gens font en tout cas un championnat semi-professionnel. Maintenant, de là à dire que les gens peuvent en tout cas maintenir ces jeux en Afrique, moi je pense que ce sera très difficile, même s'il y a des efforts qui sont en train d'être faits de part et d'autre. À ce niveau, il y aura énormément de difficultés en tout cas à maintenir ces garçons dans leur pays respectif. De récentes enquêtes médiatiques ont montré que tous les jeunes sportifs qui quittent le continent africain ne réussissent pas dans le football, notamment en Europe. Ils font parfois l'objet de complots et d'exploitation par les agents recruteurs. Dans quelques instants, nous entendrons un grand technicien à ce propos. Alors, messieurs, que faut-il faire, Saïd? On ne peut pas les garder, on ne peut rien faire. Il faut trouver de l'argent. Ouais, tout simplement. Vous avez résumé un petit peu ma pensée, c'est quand on dit qu'on a les moyens de les retenir. Le terme moyen, qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit déjà principalement le côté financier. Pourquoi? Parce que quand vous avez des jeunes Africains qui commencent à avoir une valeur marchande intéressante et qui, quand ils restent dans leur championnat local, perçoivent des salaires qui sont extrêmement faibles, qui ont des familles, etc. Et que, outre Méditerranée, que ce soit en Europe ou dans les pays du Moyen-Orient, on leur propose des salaires qui sont 10, 15, 20 fois plus importants dans ces pays-là, comment vous voulez les retenir et faire proposer un championnat de qualité? Nous, le problème qu'on rencontre, je vais parler de la problématique du Maroc, c'est beaucoup de joueurs qui vont au Moyen-Orient, qui vont dans le championnat du Qatar. Le salaire moyen d'un joueur, par exemple, au Raja de Casablanca, là, il a augmenté récemment. Depuis 2-3 ans, il y a un travail qui est fait de fond là-dessus, sur la rémunération des joueurs. Mais vous avez des joueurs qui ont des salaires qui sont très importants et d'autres qui ont des salaires extrêmement faibles. Vous pouvez avoir des joueurs qui perçoivent 2 000, 3 000 euros par mois et d'autres qui perçoivent 40 000 euros. Donc ça peut, voilà, ça dépend de ça. Mais par contre, quand vous avez ces joueurs-là, on parle du Maroc, par exemple. Le Maroc, quand vous avez des joueurs qui commencent à exploser sur la scène nationale, qui commencent à avoir des sélections en équipe nationale locale, qui commencent à avoir une vraie visibilité médiatique, vous avez des offres qu'on ne peut pas refuser, qui viennent d'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., même du Koweït. Et à ce moment-là, le joueur, il passe à côté d'une carrière parce qu'il va s'isoler dans ces championnats-là juste pour le côté financier. Alors que s'il avait la rémunération, il resterait ici parce que vous discutez avec certains joueurs et vous dites « je préfère jouer au Maroc que d'aller là-bas ». Et je ne peux pas parce que j'ai une famille et j'ai aussi des vieux jours à protéger. Si on demande à Keita Baldé de revenir dans le championnat,
Je rigole. Mais justement, on parlait de la Guinée, et c'est vrai qu'on avait parlé, je crois, ici même d'ailleurs, avec Morla Silla, qui a fait son centre de formation du côté de Kindia en Guinée. Ouais. Il nous reste peu de temps, Karim. D'accord, bah alors d'un mot juste pour dire que les initiatives privées sont là, notamment en Guinée, mais également dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Mais tant que les fédérations n'accompagnent pas ça, tant qu'il n'y a pas de Clairefontaine, par exemple, en Afrique, une institution gérée directement par une fédération qui puisse former des jeunes talents, bah, on ne mènera nulle part. Et pour le reste, ça, il a tout résumé sur les moyens, on ne peut pas les retenir. Écoutez ce que nous dit l'entraîneur du Togo, Claude Leroy, qui a beaucoup la parole aujourd'hui. Selon moi, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des efforts énormes pour bâtir un vrai professionnalisme à l'africaine, qui ne soit pas forcément copié sur le modèle européen, qui pour moi révèle beaucoup de lacunes, surtout dans l'éducation des joueurs. Où il faut se battre pour trouver des moyens pour aider les mômes à pouvoir progresser, mais qu'à côté du point football, il y a aussi un suivi scolaire. Je pense que l'Afrique, les thèmes centraux de l'Afrique, ce sera la santé. La santé, c'est aussi le développement athlétique, le développement physique, dans la pratique du sport et l'éducation. Mais les choses importantes vont se passer sur ce continent à l'avenir. Messieurs, avant de parler des pelouses synthétiques, vous saviez, Karim, que les pelouses synthétiques étaient dangereuses? Bah, on en entend parler et moi je me souviens, j'ai un exemple précis, c'était au moment de la Coupe du Monde féminine au Canada où justement là-bas ils jouent sur synthétique et ça avait fait débat notamment auprès des nations européennes parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi on jouait sur ces pelouses-là qui augmentaient potentiellement le risque de blessure notamment. Rien pour ça. Karim, il n'y a pas que ça. Et oui. Saïd, vous saviez? Très récemment, je l'ai appris du fait que là récemment, on a appris que c'était en fait les petites billes noires, c'était justement du résidu de pneus recyclés, etc., et que c'était éventuellement cancérigène. Donc moi, j'ai appris ça tout récemment. Exactement ça. Et Claude Leroy nous le confirme tout de suite. Alors attention, chez nous en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de terrains synthétiques. Ah oui, écoutez Claude Leroy, écoutez ce qu'il dit. Les dernières études montrent que ils sont, semble-t-il, cancérigènes et que tous ces terrains synthétiques faits avec des billes caoutchouc pneus usés, ça peut aussi avoir des conséquences terribles sur la santé. Donc ce sont les vrais problèmes qu'il faut se poser, les vraies questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Voilà, il faut se poser les vraies questions. Alors, attention, messieurs, membres ceux qui s'occupent au sport dans les ministères, donc faites attention à ces pelouses synthétiques. Messieurs, je ne sais pas si vous l'avez connu, ce garçon, et il nous parle de ses souvenirs, ses meilleurs souvenirs. Regardez-le bien et après vous me direz si vous l'avez connu. Oumar Dieng. Paris Saint-Germain à Lille, moi j'oublie pas mes débuts, j'oublie pas le club qui m'a fait débuter en pro. À Paris, c'est le club qui m'a permis d'écrire 3 ans de palmarès. Oui, ça reste un des clubs que je porte encore dans le cœur. Ouais. Mais on m'a dit qu'il faut clôturer, mais je ne clôture jamais sans vous demander un petit mot rapide. Mais vraiment rapide, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Un petit mot rapide. Sur Oumar Dieng? Ouais. Bah, je suis content de le revoir. Voilà, tout simplement, ça fait plaisir de l'entendre. Ça faisait longtemps. Saïd? Un petit mot rapide, moi ça va être sur les mondialistes. J'espère vraiment que l'Afrique cette fois-ci donnera une bonne image parce que ce qui s'est passé au Brésil c'était une catastrophe, notamment sur les histoires de primes, sur le comportement sur le terrain, etc. J'espère que là on va montrer un beau visage et qu'on va aller loin dans cette compétition-là. Peu importe le pays africain, mais au moins qu'un des pays qui est en lice aille loin dans la compétition et montre un beau football. Merci Saïd. Et concernant la question, il y a beaucoup d'intervenants qui pensent bien que c'est vraiment un accident pour l'Algérie, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Fin de cette émission, on se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne, pour un nouveau numéro du magazine AFC. Bonsoir.